Bonjour à tous et bienvenue dans cette seconde vidéo traitant du cours de sciences des matériaux semestre 2 dispensé à l'UT d'Orléans du département génie mécanique et productique. Dans la première vidéo, nous avons vu un petit peu tout ce qui est le programme des examens de fin de séquence au niveau des matières via le PPN. Maintenant, nous allons rentrer plus spécifiquement dans le cours de sciences des matériaux. Tout simplement, on va voir de quoi parlons-nous, quelques définitions. Donc, ces définitions vont être la base de toute la suite du cours. Pourquoi? Parce que dans les cadres professionnels, il va falloir avoir un langage adapté à ce cadre-là. Et donc, il faut savoir de quoi on parle. Vous avez vu qu'au second semestre, on parlait principalement d'alliage métallique. Et on va finalement quelles étaient les propriétés de ce type de matériau, mais aussi comment on pouvait modifier, adapter les propriétés, une application visée. Les définitions que nous allons voir sont les suivantes. On va tout d'abord définir un alliage. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que sont les alliages? Comment est-ce qu'on les caractérise? Où est-ce qu'on les retrouve? Dans une seconde phase, on verra aussi les définitions des phases de la matière. Et enfin, on verra enfin la définition du diagramme d'équilibre. Finalement, qu'est-ce que c'est? Donc l'alliage. Un alliage, c'est tout simplement un produit métallurgique résultant de l'incorporation à un métal d'un ou plusieurs éléments, métalliques ou non, effectués dans le but de modifier certaines de ses propriétés ou même de lui conférer des propriétés nouvelles. Un alliage, c'est tout simplement un mélange d'un élément métallique avec un autre élément métallique ou non. Typiquement, l'acier est un mélange fer-carbone. Vous avez aussi des alliages à base d'aluminium, aluminium-silice par exemple, ou des alliages cuivre-nickel. Donc vraiment, c'est un mélange de deux composés à différentes proportions qui vont de 0 à 100% ou de 0 à 6,68% massif pour le cas du fer et du carbone. Donc pourquoi est-ce qu'on étudie ce type de matériaux? On va prendre un exemple, celui de l'aéronautique. Donc vous avez ici un tableau qu'on peut trouver sur Internet, c'est la répartition des matériaux constituant certains appareils d'Airbus Industrie. On va parler en pourcentage en masse. Alors, il faut faire un petit peu attention au niveau de cette comparaison, parce que vous prenez par exemple les matériaux composites, sont beaucoup plus légers, donc en masse, vous pouvez en avoir une grande surface par exemple, mais comme ils sont plus légers, leur pourcentage en masse est moins élevé. Mais ce que l'on voit de façon assez flagrante, c'est que les avions sont composés majoritairement d'alliages d'aluminium. Donc ça varie de 67% pour un A310 à 75% pour un A380. Cet alliage va intervenir dans tout ce qui est structure de l'avion, donc carlingue, tout ce qui est nervure, etc. Pourquoi l'alliage d'aluminium? Parce que c'est un alliage léger, donc ce qui est au niveau de l'aéronautique est un grand avantage. On va aussi retrouver tout ce qui est alliage de titane entre 5 et 7%. Là, c'est plutôt des alliages très spécifiques, notamment, vous voyez sur l'exemple présenté ici, sur tout ce qui est aube de réacteur. Vous avez vraiment des conditions d'utilisation qui sont particulières avec de la température, de l'humidité, du froid, etc., des grandes variations, plus tout simplement le phénomène d'échauffement et de rotation. Donc, on va utiliser l'alliage de titane plutôt pour ce type d'application. Et enfin, on voit que les matériaux composites commencent à rentrer. Alors bien sûr, les matériaux composites ne sont pas des alliages. D'accord, c'est une matrice avec un renfort. Donc, mais les matériaux composites rentrent de plus en plus dans le domaine de l'aéronautique. C'est ce qu'on voit sur ce diagramme issu de ADS, où là, vous avez pour un A300 autour de 10% de matériaux composites, et pour le A380 par exemple, vous avez autour de 30%, et ce taux ne cesse d'augmenter. Pourquoi? Parce que les matériaux composites offrent à la fois la résistance mécanique voulue, mais aussi les caractéristiques de poids visées dans le cadre de l'industrie aéronautique. Mais on voit que en masse, les alliages sont encore prédominants. En tout cas, l'alliage d'aluminium n'a pas encore été détrôné par les matériaux composites, même si dans le futur, on peut s'attendre à cette évolution-là. Donc maintenant, pour parler d'alliage, on va parler aussi de phase de la matière. Une phase de la matière, qu'est-ce que c'est? C'est une partie homogène d'un système matériau dont les caractéristiques physiques ou chimiques sont uniformes. Alors, pour illustrer ça, on va tout simplement prendre l'eau. Là, vous avez le diagramme de phase de l'eau. C'est un diagramme qui va être en axe des abscisses, vous allez trouver la température, en axe des ordonnées, la pression exprimée dans l'atmosphère. Donc pour notre exemple, on va tout simplement se placer à la pression ambiante à 1 atmosphère. On connaît tous l'eau sous ses différentes formes. La plus commune est la forme liquide, celle qui sort de nos robinets ou dans les éviers. Mais vous savez, l'eau, quand vous la mettez au congélateur, vous la refroidissez à moins de 0 degré, elle va former une phase solide, et au-dessus de 100 degrés, elle va former une phase gaz. D'ailleurs, l'échelle de température en degrés Celsius a été développée à partir de l'eau, parce que vous voyez que vous avez 0 degré la cristallisation de l'eau et 100 degrés la vaporisation de l'eau.
Donc maintenant, vous avez trois phases distinctes avec l'atmosphère, la phase solide, donc la glace pour l'eau, une phase liquide, donc l'eau liquide, et enfin une phase gaz, la vapeur. Et entre ces différentes phases, vous allez avoir ce qu'on appelle des transitions de phase, vous allez changer de phase. Par exemple, quand on va de la phase solide à la phase liquide, on va parler de fusion. Quand on va de la phase liquide à la phase solide, on va parler de solidification. Et au niveau de la transition de phase entre le liquide et le gaz, de la phase liquide à la phase gaz, on va trouver la vaporisation. Et de la phase gaz à la phase liquide, on va trouver tout simplement la condensation. Alors bien évidemment, pour les aciers, on va se limiter à une phase solide et une phase liquide. On ne présentera pas de diagramme cette année qui va induire la vaporisation d'un acier qui a lieu à beaucoup trop haute température. Donc ces phases-là, on va les retrouver dans les diagrammes d'équilibre. Le diagramme d'équilibre est un concept extrêmement important pour la première partie de cours du deuxième semestre. C'est la représentation graphique des domaines d'existence des phases en fonction de la température des concentrations des constituants. Ces diagrammes sont obtenus pour des conditions d'équilibre, c'est-à-dire pour des vitesses de refroidissement infiniment lentes. Alors, il y a deux choses importantes dans cette définition. Tout d'abord, le domaine d'existence des phases suivant la température et la concentration. Le diagramme d'équilibre, comme nous allons le voir, est un diagramme où vous va retrouver sur l'axe des ordonnées une échelle de température et sur l'axe des abscisses une échelle de concentration, de pourcentage massique ou pourcentage atomique des différents éléments, des deux éléments mélangés. Et enfin, le deuxième point important est vraiment la vitesse de refroidissement infiniment lent. Là, on ne pourra utiliser des diagrammes d'équilibre que dans ces conditions-là. Ça sera opposé plus tard dans le semestre avec des vitesses de refroidissement rapides qui correspondent au traitement thermique via des trempes, notamment sur les aciers, où là, on va accélérer la vitesse de refroidissement. Donc voici un exemple du diagramme d'équilibre cuivre-nickel, deux composés parfaitement miscibles. On va retrouver sur ce diagramme, comme je l'ai dit, avec des ordonnées une échelle de température, avec des abscisses le mélange. À gauche du diagramme, vous avez l'élément pur de nickel, vous avez 100% de nickel. À l'extrême droite, vous avez marqué 100, vous avez 100% de cuivre, donc 0% de nickel. Et entre les deux, vous avez un mélange massique de pourcentage de cuivre et de nickel. On va retrouver deux phases, la phase liquide et la phase solide alpha. La phase solide, donc deux phases qu'on a vues sur l'eau, et trois domaines d'existence, un domaine liquide, un domaine solide alpha et un domaine liquide plus solide alpha. Ce domaine est compris vraiment entre les deux droites. La droite dite de liquidus, qui est une droite qui est la ligne de température au-dessus de laquelle seule la phase liquide est présente. La ligne de solidus, la ligne de température au-dessous de laquelle seule la phase solide est présente. Entre ces deux lignes, on voit qu'on a un mélange de phase liquide, phase solide, qui est dû au fait qu'on a deux matériaux qui ont des températures de fusion différentes, le nickel fusionnant à plus haute température que le cuivre. Donc finalement, pour conclure, qu'est-ce qu'on a vu dans cette vidéo traitant finalement des premières définitions, des définitions qu'il est nécessaire de savoir et comprendre. On a vu ce qu'était un alliage, la définition d'un alliage, donc un mélange de deux constituants. On a vu ce qu'étaient les phases de la matière, donc là c'est de façon très générique, donc les phases liquide, solide, gaz, avec les notions de fusion, solidification. Et enfin, on a vu ce qui était un diagramme d'équilibre, le premier diagramme d'équilibre avec les vitesses, qui va se caractériser par une vitesse de refroidissement lente du matériau, et les différentes phases domaines, et enfin les définitions de liquidus, solidus. Tous ces termes sont vraiment la base de la suite du cours. On va parler de domaine, on va parler de transition de phase liquide, de phase solide, on va parler de diagramme d'équilibre. Il est nécessaire de bien connaître ces définitions pour bien appréhender tout ce qu'on va voir dans la suite, et notamment dans la prochaine vidéo, qui traitera plus particulièrement du diagramme d'équilibre, de comment le lire, comment l'utiliser, mais aussi traitera aussi de ce qu'on appelle la miscibilité. Est-ce que les matériaux sont parfaitement miscibles? Est-ce qu'ils se mélangent de façon parfaite? Ou est-ce qu'ils sont partiellement ou non miscibles? Qui sont aussi des notions extrêmement importantes, et on va parler aussi de limites de miscibilité. Donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo.